Quand on rencontre, on se rend compte qu'on prend en compte l'histoire de l'autre. Histoire de voir, histoire d'entendre. On prend le temps de l'échange et ça nous change. Si on s'arrête et qu'on y prête de l'attention baisse et on s'apaise en écoutant attentivement ce que l'autre a à nous apprendre pour nous surprendre. Des inconnus au coin d'une rue, des anonymes qu'on nomme ici, des amis d'amis à mi-chemin d'être connus qu'on apprend à connaître. Des écorchés, des abîmés, des passionnés, des inspirants, des déroutants, des questionnants, des étonnants, des dérangeants. Tous ces fantastiques se livrent ici, intimement, sur leur vie. Les anonymes, fantastiques. Je m'appelle Habib, j'ai 47 ans et je vois ce couple tournoyer comme un derviche tourneur. Comment il fait le sable pour danser avec le vent? J'étais bouche bée devant ce spectacle. Les anonymes fantastiques, Habib, premier épisode. Je suis né en Algérie le 26 janvier 1978. Mais j'ai été déclaré le 3 février 1978. L'histoire du 3, c'est assez invraisemblable. Il est arrivé, mais je ne sais combien de fois dans ma vie, tu vois, comme un éclaireur, comme un signe de dire ouais, c'est par là. Je me souviens, adolescent, j'avais fait cette remarque, tu vois, à moi-même, en me disant, mais c'est marrant ça. Plein de choses avec le 3. Quand je suis né chez ma belle famille. Enfin, la belle famille de ma mère plutôt. Pas ma belle famille à moi, mais la famille à mon père donc. Et ça se passait pas super toujours pour elle. Donc bien sûr, je parle de ma mère. Alors, elle était un peu fâchée, quoi. Elle s'est dit non, ok, je vis chez vous, mais je déclare pas mon fils chez vous. Donc elle a attendu de rentrer chez ses parents, une semaine après. Elle m'avait nommé Houssine à la base. Et quand je suis arrivé avec ma mère chez mes grands-parents, donc ses parents, mon grand-père, il a débarqué, il a dit « Comment vous l'avez appelé ?» Et ma mère lui dit « Houssine ». Et il fait « Mais non, il va s'appeler Habib ». Pour lui, c'était symbolique, parce que Habib, c'est un des surnoms du prophète. C'est Habibullah exactement. Et ce qui est assez beau dans ce prénom, Habib, donc Habib, c'est deux racines dans sa linguistique qui sont ultra importantes en fait et qui font totalement son ensemble. C'est el-hab et el-hub. El-hab, c'est la graine et el-hub, c'est l'amour. Ma mère, elle est de Mazagran. Mazagran, c'est la wilaya de Mostaganem. Et c'est au bord de mer. C'est à peu près à 80 km de Oran, à l'ouest, donc de l'Algérie. La famille à mon père, c'est Ouadrihou. Ouadrihou, c'est tu descends dans le sud. À 1 heure et demie, peut-être même 2 heures à l'époque. Tu vois, vu qu'il n'y avait pas les voies rapides, tout ça, etc., comme maintenant. Donc c'était une autre rudesse, une vie assez brute de décoffrage. Fallait tout faire. Fallait même aller chercher l'eau. Après ado, je me souviens, quand on allait en vacances, je partais avec mes cousins à Dodane pour aller chercher l'eau. Tu vois, pas très loin, tu vois, mais il fallait y aller. Du coup, alors que chez mes grands-parents, ils avaient le puits, par exemple. Mais depuis toujours, ils avaient un puits. Je suis arrivé en famille avec ma mère. Parce que mon père, lui, il était venu depuis l'adolescence déjà. Il était venu plusieurs fois. Tu vois, je crois qu'il avait 16 ans la première fois qu'il est venu en France, travailler. Au début, même à son père, il lui disait pas. Il lui disait pas, ouais, je vais aller en France. Il disait juste, ouais, j'ai trouvé du boulot.
En vérité, lui, il n'avait rien trouvé du tout. Il n'avait pas de logement, il n'avait rien. Tu vois, il s'était juste dit, ok, il y a possibilité de monter sa vie autrement qu'au pays, parce qu'au pays, c'était très difficile dans les années 80. Enfin non, pardon, pas des années 80, bien avant, les années 60, fin 60, début 70. Mais il faut savoir qu'il a eu un premier mariage. Mais il n'était pas du tout OK, tu sais. Ça a duré quelques semaines. Et ce qui était très rigolo, c'est que sa première femme, elle a exactement le même prénom que ma mère. Sauf que c'était un mariage dit arrangé de l'époque. Quelqu'un qui a dû avoir l'œil sur mon père, c'est souvent les mamans. Qui va voir l'autre maman, tu vois, et qui dit ouais, ton fils, tu vois. Et puis voilà, tu vois. Et souvent, ça fait des couples qui restent à vie. Hein. Ça fait pas des complices, des couples épanouis au sens occidental du terme. Il y avait des mariages comme ça qui se faisaient, ça se fait encore même aujourd'hui, et qui bizarrement tiennent quoi. Les agences, c'est les mamans. C'est elles qui arrangent tout, tu vois, avec l'accord des uns et des autres. Des fois même, ils sont pas trop d'accord, mais ils sont quand même d'accord. Et je te jure que moi, j'ai été bluffé. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, bon, quand même, ça va battre de l'aile tout ça, tu vois. Eh ben non. Et tu vois des gens qui s'épanouissent au fur et à mesure des années de leur mariage, de leurs enfants, de leurs projets en commun. Et ce qui est marrant, c'est dans leur vieillesse. Tu vois, pour certains, tu sais un petit peu leur histoire et tout, quand t'as côtoyé les uns les autres, tu sais, ils parlent des fois facilement. Pour ma chance, mes parents, c'est un mariage d'amour. Comme mes grands-parents d'ailleurs, les parents à ma mère, c'était un mariage d'amour aussi. C'est-à-dire que ma grand-mère, la mère à ma mère, était mariée à un monsieur qui est décédé. Et elle est restée plusieurs années toute seule avec ses 2 filles. Tu sais, on a toujours des idéaux dans nos vies. Et moi, mes grands-parents, toujours vu autant la bastonnade que la discussion, que, tu vois, un couple. Mais tu croisais l'amour autrement que ce qu'on en entend dans le romantisme, tu vois, ou dans cette histoire d'image, tu vois, de l'amour parfait, tu vois. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, elle peut être beaucoup plus subtile encore que une fleur, une invitation à dîner, tu vois, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que moi, mes grands-parents maternels, ils ont tellement compté dans ma vie que, en fait, mes propres parents, je les prenais pour frères et sœurs. Et on vivait, on était colocs, limite. Et le jour où on a décidé, enfin, où mes parents plutôt ont décidé de se réunir pour la suite de leur vie, c'était ici en France. Et si tu veux, mon grand frère, lui, à cette période-là, il a dit non, moi je pars pas. Je reste avec grand-mère. Du coup, la décision, elle a été prise. Lui, il restait. Et moi, je partais. Ça fait qu'ici en France, je suis le grand frère. Et pendant très longtemps d'ailleurs, très longtemps, quand je voyais mon grand frère, je le prenais pas pour mon grand frère. Je le prenais pour mon petit frère. Très tôt, j'ai été amené à garder mes frères et sœurs. Tu vois. Donc j'avais j'ai brûlé des étapes, tu vois, de l'adolescence, assez rapidement. C'est peut-être là où ma relation avec mes parents n'était pas la même qu'avec mes grands-parents. Mes grands-parents, ils me disaient un truc, ça y est, je revenais pas dessus. Mes parents, ils me disaient un truc, je disais ok, on peut en discuter, quoi. J'étais à l'école CAF. Très vite, en fait, il y a l'histoire de la langue qui a posé problème dans le sens où
J'ai un de mes cousins, par exemple Slimane, et il m'avait raconté comme ça, lancé l'anecdote, que moi je me souvenais pas du tout. Hein. Il m'a dit, mais à un moment donné, toi Habib, tu parlais ni arabe ni français. C'était l'embrouille totale. Et il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a des moments donnés, quand je me mets à parler arabe, je perds les pédales. Les mots, je les embrouille. Je ne sais pas comment je fais. Je prends un mot, je le découpe en deux, je le mets en verlan, et je prends le milieu et je le mets au début. Et le français, ce qui est rigolo, c'est pareil. Alors, ce qui est bien, c'est que je fais mourir de rire mes 2 fils et ma femme. Et ils sont morts de rire, tu sais. Ils me disent, tu t'as entendu ce que t'as dit? J'ai dit quoi? Et tu sais, ils me redisent, mais je dis, mais non, arrête de te foutre de moi. Mais si, mais je te jure, t'as dit ça. Incroyable. Le tiraillement intellectuel, émotionnel, il a toujours été parce que j'ai toujours été dans ces 2 cultures. Et là, c'est pas la confrontation, parce que c'est la bêtise. La bêtise. Des fois, c'est les remarques, tu sais, que les gens font. Quand j'étais gamin, moi, je parlais normalement. Tu vois, pour moi, c'était normal de parler arabe avec ma mère. Avec mon père, tu vois, pareil. On parlait tout le temps algérien, le dialecte algérien. Et pour moi, c'était naturel, quoi. Il n'y avait pas à se poser de questions, tu vois. Quand j'étais avec les potes, on parlait français. Mais il n'y avait pas de wesh comme maintenant ou tout ça, tu vois. Il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment, on parlait français. Parce que la majorité des enfants émigrés ne parlaient quasi pas arabe. Moi, mes frères et sœurs, quand ils étaient petits, ils ne parlaient pas arabe. Ils parlaient français. Et je me souviens un jour où mes parents, ils ont changé du tout au tout. C'est parce qu'on a eu une remarque, mais les pieds dans le plat, tu vois. Je parlais avec ma mère et la personne à côté, qui était prof, qui était un de mes profs d'ailleurs à l'époque, avait dit à ma mère, mais vous vous rendez compte le mal que vous faites à vos enfants en leur parlant arabe? Et c'est à cause de ça que Habib ne réussit pas à l'école. Et du coup, tu vois, ma mère, même mon père, tu vois, il leur en faut peu pour leur briser le cœur. Et là, ça leur avait vraiment atteint jusqu'au point où ils se sont arrêtés de parler arabe avec toute la maison et ils parlaient que français. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai la chance, l'immense chance, d'avoir mon papa, que Dieu ait son âme, et ma mère, qui est encore là, ils lisent et écrivent et la langue française et la langue arabe. Et donc, petit, tu vois, on a arrêté ce double langage. On n'a été que dans un langage. Et en fait, t'apprends par la suite, mais bien plus tard, c'est-à-dire bien plus tard, quand moi-même j'ai eu mes enfants, c'est à ce moment-là où t'apprends que être dans 2 langages, mais c'est ultra enrichissant pour l'enfant. Et il n'y a pas plus enrichissant que d'offrir de la connaissance à l'enfant. Et bizarrement, c'est que ma grand-mère ne sait ni lire ni écrire. Et mon grand-père ne sait pas lire l'arabe. Par contre, c'est lire et écrire le français. Aujourd'hui, je vous propose une petite dictée. Virgule. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il faut savoir que ça a été des personnes, comme beaucoup de tirailleurs, on entend tout ça, grâce à des gens qui se sont bougés pour faire entendre ces voix-là. Mon grand-père faisait partie de la Deuxième Guerre mondiale, qui était donc sous le drapeau de la France. L'anecdote assez frappante, il venait en France nous visiter, et il faut savoir qu'il recevait des lettres. Et dessus, c'était signé Mitterrand. Je te promets, c'est vrai. Alors le détail, je peux pas le donner, tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais gamin, j'étais pré-ado. J'avais une 10aine d'années. Et je me souviens, je le voyais écrire des lettres. Et je fais Sharak Taktab. Tu sais, grand-père, qu'est-ce que tu écris? Et il me dit, une lettre. Mais je dis, mais t'écris à qui? Parce que nous, on est là. Et il me dit, à l'autre con, là. Mitterrand. Mais tu lui dis quoi? Et il fait, je l'insulte. Et il recevait des réponses. Moi, je savais pas qu'est-ce que c'était, pourquoi c'était. Et je suppose que c'était pour ses droits. Parce qu'en fait, très très longtemps après, j'ai appris qu'il recevait une retraite,
mais tellement honteuse, que t'as envie de dire, mais purée, heureusement qu'il a donné sa vie pour ce drapeau. Les Anonymes Fantastiques, Habib, un témoignage en 5 épisodes. Montage et réalisation Adrien Cugnet pour Radio et les Bords, 105.9 FM. En DAB, 6D Chambéry Local. À retrouver en podcast sur radio-et-lesbords.com.